Chapitre 8. Noël. 3 jours avant Noël, il commença à neiger. Le jour de Noël, l'île tout entière était blanche, le soleil était blanc, la mer était blanche. Il était difficile de dire où finissait l'un et où commençait l'autre. Il n'y avait pas de chauffage central à Grouchem-Grange, mais de grosses bûches brûlaient dans les cheminées, sifflant et crépitant comme si elles étaient furieuses de devoir partager leur chaleur. Les fenêtres étaient embuées, les tuyauteries grondaient et gargouillaient sous la pression de l'eau qui se forçait un chemin dans les conduites, à moitié gelées. Une colonie de chauves-souris qui nichait dans l'une des tours nord émigra au rez-de-chaussée pour se réchauffer et finit par s'installer dans la salle à manger. Personne ne s'en plaignit, mais David trouva les repas un peu oppressants avec cette centaine d'œufs qui louchaient sur sa tarte à la rhubarbe du haut des chevrons. Hormis les chauves-souris et le temps, rien n'avait changé à l'école. Au début, David avait trouvé surprenant que personne ne semble se préoccuper de Noël. Puis il avait accepté la chose avec une résignation morose. Le capitaine Bonsan venait à l'école une fois par semaine, le mardi, mais jamais il n'apportait ni n'emportait de lettres. Aussi n'eut-il pas de carte de Noël ni de décoration. En apercevant Madame Wintergast avec un bouquet de houx, David s'était senti un peu réconforté, mais seulement jusqu'au déjeuner quand il avait dû pour la première fois de sa vie manger de la soupe aux houx. Pas de carte de Noël, pas de sapin de Noël et bien sûr, pas de cadeau de Noël. Malgré la neige, personne ne lança les boules et le seul bonhomme de neige se révéla en réalité être Grégor, qui s'était endormi sur sa pierre tombale juste avant la plus grosse tempête et que l'on avait dû décongeler le lendemain. Une seule personne fit allusion à Noël et ce fut Monsieur Creer, en instruction religieuse. Monsieur Creer était le seul professeur d'apparence normale de tout le collège. C'était aussi le plus jeune. Il avait environ 30 ans, des cheveux courts et bouclés et une fine moustache. Son nom entier était Ronald Edward Creer. David avait été un peu troublé en découvrant le même nom sur une tombe du cimetière du collège, noyée près de l'île du Crâne 1955-1985. Mais il avait supposé qu'il s'agissait d'un parent. Pourtant, M. Creer dégageait une forte odeur marine. Noël a bien entendu assez peu de rapport avec la chrétienté, expliqua à la classe avec un sourire fantomatique M. Creer. Il existait des fêtes à la fin du mois de décembre bien avant l'apparition de la chrétienté, les Saturnales romaines ou la naissance du soleil des Perses par exemple. Dans le Nord, c'est une célébration des esprits de ténèbres, car à Noël, les morts sortent de leur sépulture. Pour David, c'était une découverte, mais il devait bien admettre qu'avec les guirlandes, les Pères Noël devant les grands magasins, les achats de dernière minute, le boudin blanc, les gâteaux et les vieux films à la télé, à Londres non plus, Noël n'avait pas grand-chose à voir avec la chrétienté. Le 25 décembre commença comme n'importe quel autre jour. Douche, petit déjeuner, 3 cours d'affilée, déjeuner. Seule différence, les cours de l'après-midi furent annulés. David et Jill se retrouvèrent donc libres de faire ce qu'il leur plaisait. Comme d'habitude, les autres élèves regagnèrent leur chambre et leur lit, puisqu'ils occupaient toujours ainsi leur temps de loisir. Plus tard, dans la nuit, ils se retrouvaient dans la bibliothèque et disparaîtraient. David et Jill avaient tenté de les suivre à plusieurs reprises, bien décidés à éclaircir le mystère, mais sans succès. Le problème venait de ce qu'il n'existait aucun moyen de suivre les autres dans la bibliothèque sans être repérés, et quand ils ouvraient les portes, tout le monde s'était envolé. Un après-midi, ils fouillèrent soigneusement la pièce, certains y découvrirent un passage secret. Mais s'il existait un passage secret, il possédait une entrée particulièrement secrète. Tous les murs semblaient construits en briques pleines. Une cheminée de pierre occupait l'un d'eux, et un grand miroir en pied se dressait en face. David eut beau pousser, tripoter les têtes d'animaux empaillés et Jill grimper sur la cheminée, et ne trouvèrent pas le moindre indice. Et où était Jeffrey pendant ce temps? Depuis leur arrivée à Grouchem-Grange, Jeffrey avait changé et cela inquiétait David bien plus que toute autre chose. Il se rappelait encore des paroles de M. Kilgrow. Ce sera lui le plus facile. Et Jeffrey passait de plus en plus de temps seul, et de moins en moins avec David et Jill. À plusieurs reprises, David l'avait surpris en grande conversation avec William Rufus, et malgré ses questions pressantes, Jeffrey avait refusé d'en parler. De plus, malgré l'absence de livres dans la bibliothèque, Jeffrey semblait lire énormément de vieux ouvrages poussiéreux aux pages jaunies reliées en cuir usé. Jill, avec son caractère bouillant, avait fini par déclencher une dispute. Elle s'en était prise à Jeffrey un soir dans une salle de classe où ils discutaient des progrès de leur découverte, ou plutôt de leur absence de progrès. « Que se passe-t-il avec toi? Tu commences à te comporter comme si tu te plaisais vraiment ici. »« Peut-être que oui, » avait répondu Jeffrey. « Mais cette école est dingue. Toutes les écoles sont dingues, mais ici qu'à Dieu. »« Et notre promesse, lui avait rappelé David, nous 3 contre tous. Nous pouvons être contre eux, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient contre nous. »« Alors pourquoi ne vas-tu tout simplement pas les rejoindre ?» s'était emporté Jill. Apparemment, c'est ce qu'avait fait Jeffrey. David et Jill étaient seuls en traversant les terrains de sport où ils commençaient dans la neige jusqu'aux chevilles. Maintenant, ils connaissaient chaque centimètre de l'île. Grouchem-Grange se situait au nord. Une forêt s'étendait jusqu'à la côte sud. Ces arbres étaient sculptés dans la pierre et datés de 1000 ans. La pointe où était construit le débarcadère se trouvait à l'extrémité sud.
une langue de terre longue et basse dominée par les falaises. David était certain de distinguer l'entrée d'une grotte au bas des falaises. Il aurait aimé l'explorer, mais il n'y avait aucune voie d'accès. Les falaises elles-mêmes étaient trop escarpées pour être escaladées, et la pointe était séparée de la grotte par une crique, où les vagues venaient marteler les rochers et les aiguiser comme des aiguilles. Il y avait également une rivière sur l'île, ou plutôt un large cours d'eau qui se jetait dans un lac, à côté de la forêt. C'est là qu'ils se rendirent. La surface du lac était gelée. Ils pensèrent que ce serait amusant d'y patiner, mais ils n'avaient pas de patins. Et de toute façon, ils n'avaient pas le cœur à s'amuser, même si c'était Noël. « As-tu appris quelque chose depuis ton arrivée ici ?» demanda Jill. « Pas vraiment », admit David après un moment de réflexion. « Mais puisqu'il n'y a ni test, ni examen, ni contrôle, ça n'a pas réellement d'importance. »« Eh bien moi j'ai appris une chose », dit Jill en ramassant un caillou pour le jeter de l'autre côté du lac. Le caillou heurta la glace et glissa dans des touffes d'herbe folles. « Le bateau vient tous les mardis, poursuivit Jill. Le capitaine Banks s'en décharge le ravitaillement et ensuite il le transporte en voiture avec Grégor jusqu'à l'école. Donc pendant environ 1 heure, il n'y a plus personne sur le bateau. Et alors, dit David soudain intéressé, le surlendemain de Noël tombe un mardi. Pendant qu'ils se rendront à l'école, quelqu'un montera à bord. Moi. Mais il n'y a pas de cachette, lui fit remarquer David qui l'avait accompagné pour explorer le bateau 1 semaine plus tôt. Nous avons regardé et... Il n'y a pas de place pour 2, admit Jill, mais un de nous peut se dissimuler à l'intérieur de la cabine. Et il y a un tas de vieux sacs sur le sol, je crois que je peux me cacher dessous. Alors, tu vas vraiment partir, soupira David. Il ne put réprimer un sentiment de tristesse. Jill était sa seule amie à l'école. Elle, partie. Il se retrouvait plus seul que jamais. Je dois m'en aller, David. Si je reste ici plus longtemps, je vais devenir folle. Comme Jeffrey. Mais une fois à l'abri, j'écrirai aux autorités. Elles enverront quelqu'un, et je te parie tout ce que tu veux qu'elles fermeront le collège en moins d'1 semaine. Où iras-tu? J'ai le choix entre 4 frères et 2 sœurs, répondit Jill en souriant. Nous sommes une grande famille et je suis le numéro 7. Est-ce que ta mère avait des frères et sœurs? Questionna David. Jill lui jeta un regard étonné. Pourquoi? Je me demandais seulement. À vrai dire, elle aussi, elle était le numéro 7. J'ai 6 oncles. Pourquoi cette question? La 7e fille de la 7e fille, murmura David. Il n'en dit pas plus. Cela paraissait n'avoir aucun sens, et pourtant... David se posait encore cette question un peu plus tard ce soir-là, lorsqu'il s'installa dans la bibliothèque, seul. Le dîner de Noël, si on pouvait l'appeler ainsi, s'était composé de jambon et de frites, les frites à peine plus tièdes que le jambon. Pour la première fois depuis son arrivée, David se sentait réellement déprimé. Jill était allée se coucher de bonne heure et il n'y avait même pas de télévision pour se distraire. Plus exactement, il existait un téléviseur, mais un ancien modèle en noir et blanc rafistolé avec du ruban adhésif. Le bouton de volume avait disparu, et la réception était si mauvaise que l'écran ressemblait à une tempête de neige miniature. C'était parfait pour un documentaire sur les mineurs sourds et muets, en Sibérie. La porte s'ouvrit, c'était Jeffrey. « Salut, dit-il. Salut, David. » Le gros garçon resta planté devant la porte, apparemment gêné d'être surpris à cet endroit. « Il y a un moment que je ne t'ai pas vu, remarqua David, en essayant de se montrer amical. Je sais, j'ai été occupé, dit Jeffrey en glissant dans la pièce, un regard circulaire derrière ses lunettes en monture d'acier. En fait, je cherche William. Ton nouveau copain, rétorqua David d'un ton aigre. Il n'est pas là, à moins bien sûr qu'il ne soit sous le tapis devant la cheminée. Ou ailleurs, quelle que soit la cachette dans laquelle tout le monde disparaît chaque nuit, tout ce que je peux te dire, c'est que si tu souhaites te joindre à eux, ils en seront ravis. Je ne... Jeffrey s'interrompit, les joues rouges. Javi était furieux contre lui-même d'avoir perdu son sang-froid. Il voulut se rattraper, mais Jeffrey quitta précipitamment la pièce en refermant la porte derrière lui. David se leva. Ce sera le plus facile. Une fois encore, les paroles de M. Kilgore lui revinrent en mémoire. Bien sûr, Jeffrey serait le plus facile des 3, quels que soient les plans des gens de Groucham-Grange. Jeffrey était gros, il portait des lunettes et bégayait. En le rejetant, David l'avait poussé entre leurs mains. Au début, ils étaient 3. Maintenant, par son manque de délicatesse, Jeffrey se retrouvait seul après le départ de Jill. David courut à sa suite, mais Jeffrey avait déjà disparu au bout du corridor. Tant pis. Si David pouvait découvrir ce qui se tramait à Groucham-Grange, derrière la façade des cours et de la vie quotidienne d'une école, alors il serait capable d'y mettre un terme, et de sauver Jeffrey et lui-même par la même occasion. Et il n'y avait pas de meilleur endroit pour commencer son enquête. La réponse devait se trouver dans l'une des 2 pièces. David commença par la porte marquée directeur. Depuis qu'il était au collège, jamais il n'avait encore rencontré aucun des 2 hommes, M. Fitch et M. Tiggle. S'il n'avait entendu leur voix, David aurait douté de leur existence. Il frappa doucement à la porte. Comme il s'y attendait, personne ne répondit. Alors il tourna la poignée, la porte s'ouvrit. La pièce lui évoqua davantage une chapelle qu'un bureau. Les fenêtres étaient les vitraux représentant des scènes qui ressemblaient au jugement dernier, avec des diables armés de fourches qui poussaient des hommes et des femmes nus dans les flammes. Le sol était dallé de marbre noir, et il n'y avait pas de tapis, et la bibliothèque était remplie de livres anciens comme ceux que lisait Jeffrey, et il y avait même une chaire dans un coin avec un aigle sculpté portant une Bible sur ses ailes déployées. Un mystère planait dans cette pièce.
S'il y avait 2 directeurs à la tête de Groucham-Grange, pourquoi leur bureau ne contenait-il qu'une seule table de travail, un seul fauteuil, une seule toge et une seule toque sur le porte-manteau derrière la porte? Les tiroirs du bureau étaient verrouillés, et aucun papier ne traînait. David passa 5 minutes dans la pièce, puis sortit aussi silencieusement qu'il était entré. Il lui fallut plus de courage pour se glisser dans le bureau de M. Kilgrow, situé juste en face. David se rappelait la dernière visite. Il portait encore une marque sur son pouce en souvenir. Il poussa la porte en se disant « Il ne va pas te manger », et en s'efforçant de le croire. Malgré l'absence du directeur adjoint, David eut l'impression d'être épié. Il se figea, osant à peine respirer. La pièce était vide, il fit un autre pas. Les yeux le suivirent. Il s'arrêta à nouveau. Alors il comprit ce qu'il se passait. Les tableaux. Il y avait sur les murs des portraits de vieux monsieur sinistres qui semblaient avoir été peints des années après leur mort. Mais leurs yeux suivaient David chaque fois qu'il faisait un pas. David s'arrêta devant ce qui ressemblait à une commode et posa une main dessus. Le bois vibra sous ses doigts. Il retira vivement la main. Avait-il rêvé? Non. Dans le silence lui parvenait un imperceptible bourdonnement, et cela venait du meuble. Il tira un des tiroirs. Première découverte. C'était une fausse commode. Les 3 tiroirs étaient en réalité un panneau qui s'ouvrait comme une porte et la commode un réfrigérateur très moderne. David en inspecta le contenu et faillit s'étrangler. Ce réfrigérateur ne contenait ni lait, ni beurre, ni œufs. À la place s'alignaient une trentaine de sachets en plastique suspendus à des crochets, tous remplis d'un liquide rouge sombre. « C'est du vin, » murmura David. « Ça ne peut être que du vin. Ça ne peut pas être une autre chose, ça ne peut pas être du sang. » C'était pourtant bel et bien du sang. Le vin ne se vendait pas en sachet. Aucun vin ne s'appelait AB positif. David ne désirait même pas savoir ce que ces 30 demi-litres de AB positif faisaient dans le bureau de M. Kilgrow. Il ne voulait rien savoir. Il voulait sortir de là avant de finir liquéfié dans un des sachets sur l'étagère du bas. Pourtant, il parvint à se maîtriser. Il était trop tard pour reculer. Il devait profiter de cette occasion pour fouiller le bureau. Pour Jeffrey, le temps pressait. David respira profondément. Il n'y avait personne dans les parages. Personne ne soupçonnait sa présence ici. Il s'approcha du bureau. Le livre sur lequel il avait signé son nom le soir de son arrivée était à la même place. Il l'ouvrit d'une main tremblante. Il voulut humecter son index, mais sa bouche était sèche, et il se servit de sa pomme moite pour tourner les pages. Son regard tomba aussitôt sur les 3 derniers noms. David Elliott, Jill Green, Jeffrey Joseph. Leur couleur était passée du rouge au brun, mais il restait plus vif que les noms des pages précédentes. Penché au-dessus du bureau, David commença à lire. En quelques secondes, il s'aperçut qu'il ne reconnaissait pas un seul nom. Il n'y avait ni William Rufus, ni Bessie Dunlop, ni Roger Bacon. Ainsi, il avait vu juste. Les autres élèves avaient changé d'identité peu après leur arrivée. La seule question était « Pourquoi ?» David referma le registre. Quelque chose venait d'attirer son attention à l'autre coin de la table. Un objet qui n'était pas là lors de sa première visite. C'était une bague, une pierre noire montée sur un anneau d'or plein. David tendit la main et poussa un cri. La bague était chauffée à blanc. On l'aurait cru à peine sortie du four. Bien sûr, c'était impossible. La bague se trouvait sur le coin de ce bureau depuis qu'elle était entrée. Ce devait être une illusion, mais illusion ou pas, ses doigts la brûlaient encore ou la peau cloquée. « Que fais-tu là ?» David se retourna d'un bond, oubliant momentanément sa douleur. Monsieur Kilgrow était dans la pièce. Mais comment était-ce possible? La porte ne s'était pas ouverte. David n'avait rien entendu. Comme à son habitude, le directeur adjoint était vêtu de noir, une tenue d'enterrement. Sa voix avait semblé plus curieuse qu'hostile, mais on ne pouvait se méprendre sous la lueur menaçante de ses yeux. Tout en serrant ses doigts endoloris, David cherchait désespérément une excuse. « Frigo, me voici, songea-t-il. »« Que fais-tu ici, David » questionna M. Kilgrow pour la seconde fois. Je vous cherchais, monsieur. »« Pourquoi ?»« Eh bien, pour vous souhaiter joyeux Noël, monsieur » répondit David, saisi d'une inspiration. Les lèvres de M. Kilgrow se retroussèrent légèrement. « Une très charmante attention, dit-il d'un ton qui signifiait « Voilà une bien bonne plaisanterie. Tu t'es brûlé ?»« Oui, monsieur, admit David en rougissant. J'ai vu la bague et... » M. Kilgrow s'avança. David évita soigneusement de regarder le miroir. Il savait ce qu'il verrait, ou plutôt ce qu'il ne verrait pas. Il patienta en silence, inquiet de ce qui allait suivre, tandis que le directeur adjoint s'asseyait derrière son bureau. « Il est parfois prudent de ne pas regarder les choses qui ne sont pas destinées, David, » dit M. Kilgrow, « surtout celles que nous ne comprenons pas. » M. Kilgrow tendit la main pour prendre la bague. David fit une grimace, mais M. Kilgrow garda tranquillement l'anneau dans le creux de sa pomme. « Je dois avouer que tu me déçois beaucoup, David, poursuivit M. Kilgrow. Malgré notre dernière conversation, il semble que tu n'aies fait aucun progrès. »« Renvoyez-moi » rétorqua David, surpris de sa propre audace. Rien n'aurait pu lui faire davantage plaisir. « Oh non !»« On ne renvoie jamais personne de Groucham-Grange, gloussa M. Kilgrow. Nous avons eu des élèves difficiles dans le passé, mais ils ont fini par nous accepter.
comme tu le feras un jour. » « Que voulez-vous de moi ?» s'emporta David, incapable de se contenir plus longtemps. « Que se passe-t-il ici? Je sais que ce n'est pas une véritable école. Il se trame quelque chose d'horrible. Pourquoi ne me laissez-vous pas partir? Je n'ai jamais demandé à venir. Laissez-moi m'en aller et oublier mon existence. Je déteste cet endroit. Je vous déteste tous. Jamais je ne vous accepterai, pas tant que je vivrai. » « Combien de temps, à ton avis ?» La voix de M. Kilgrew était subitement devenue glaciale. Chaque syllabe se détachait comme une sentence de mort. David frissonna. Il sentit les larmes lui monter aux yeux. Pourtant, il était fermement décidé à ne pas pleurer, en tout cas, pas devant M. Kilgrew. Mais celui-ci sembla se radoucir. Il posa la bague et se renversa sur son fauteuil, avant de reprendre la parole d'une voix plus neutre. « Il y a tant de choses que tu ignores, David, mais un jour, cela changera. Pour l'instant, tu ferais bien de montrer cette brûlure à Madame Wintergast. » Il porta un doigt décharné au coin de sa bouche et réfléchit un instant en silence. « Dis-lui d'utiliser son onguent spécial. Tu verras. Je suis certain que cela te permettra de trouver un sommeil plus... reposant. » David tourna les talons et quitta la pièce. Il était tard. Personne ne rôdait dans les couloirs. David monta l'escalier, l'esprit très absorbé. Il n'irait pas voir Madame Wintergast. Si M. Kilgrew conservait du sang dans son réfrigérateur, que contenait la pharmacie de Madame Wintergast? Ses doigts le faisaient terriblement souffrir, mais n'importe quelle douleur valait mieux qu'une autre entrevue avec un professeur de Grouchem-Grange. Aussi fut-il très ennuyé de trouver l'intendante qui le guettait devant la porte de l'infirmerie. Il devait exister un système de téléphone interne dans le collège, car elle savait déjà de quoi il souffrait. « Laisse-moi examiner ta pauvre petite main, » dit-elle en roulant les airs. « Entre et assieds-toi pendant que je cherche un pansement. Nous ne voulons pas que cela s'infecte, n'est-ce pas? Mon époux est mort d'une infection, Dieu ait son âme. C'était horrible à voir, à la fin, crois-moi. Et ça a débuté par une égratignure. » Tout en parlant, elle poussait David à l'intérieur de l'infirmerie sans lui laisser une chance de protester. « Installe-toi ici, je vais chercher ma trousse, » conclut-elle d'un ton autoritaire. David s'assit. La pièce était petite et confortable avec un poêle à gaz, une moquette colorée et des coussins. Les tapisseries étaient accrochées au mur et quelques bandes dessinées jonchaient une table basse. David embrassa l'ensemble d'un coup d'œil. L'intendante s'affairait à l'autre bout de la pièce, devant une armoire à pharmacie en miroir. Lorsqu'elle l'ouvrit, David aperçut le reflet d'un oiseau sur un perchoir. Un instant, il pensa avoir rêvé, mais il découvrit l'animal à proximité de la fenêtre. C'était un corbeau noir. Il le crut d'abord empaillé, comme les autres bêtes dans la bibliothèque, mais le corbeau croissa et battit des ailes. David frissonna en se rappelant celui qu'il avait aperçu dans le jardin de ses parents, le jour de son départ. « C'est Wilfrid !» expliqua Madame Wintergast en revenant s'asseoir près de David. « Certaines personnes ont des poissons rouges, d'autres des hamsters. Moi, j'ai toujours préféré les corbeaux. Mon mari ne l'aimait pas beaucoup. En vérité, c'est Wilfrid qui l'a écorché. Parfois, il peut être très vilain. Bien, jetons un coup d'œil à cette main. » Madame Wintergast soigna sa brûlure avec toutes sortes de crèmes antiseptiques et des pansements. « Et voilà !» s'exclama-t-elle lorsqu'elle eut fini. « C'est mieux !» David voulut se lever, mais l'intendante l'arrêta d'un geste. « Dis-moi, mon petit, comment trouves-tu Grouchem-Grange » David était fatigué, il en avait assez de finasser, alors il dit la vérité. « Les élèves sont bizarres, répondit-il, les enseignants sont dingues, l'île est horrible, et l'école semble sortie d'un film d'horreur. Je voudrais rentrer chez moi. » Madame Wintergast lui adressa un sourire éblouissant. « Mais en dehors de cela, tu es parfaitement heureux, n'est-ce pas ?» Madame Wintergast... L'intendante l'interrompit. « Bien sûr, je comprends, mon petit. C'est toujours difficile au début. C'est pourquoi j'ai décidé de t'administrer un peu de mon onguent spécial. Ça sert à quoi? Il t'aidera seulement à passer une bonne nuit. » Heureusement, expliqua Madame Wintergast en sortant un tube de sa poche de tablier. Elle dévissa le bouchon et lui tendit le tube. Le baume était épais et gris foncé, mais curieusement, son odeur était plutôt agréable. Une odeur un peu amère d'herbes sauvages. Le seul fait de la respirer relaxa David et l'irradia d'une douce chaleur. « Il suffit de s'en masser le cou, » dit Madame Wintergast d'une voix qui lui sembla lointaine. « Les effets sont merveilleux, tu verras. » David ne pouvait pas refuser. Il ne voulait pas refuser. Le baume était tiède, et à peine avait-il touché sa peau qu'elle semblait se répandre dans les muscles, dans la chair, jusqu'aux os. « Maintenant, va te coucher, David, et fais de beaux rêves. » Était-ce Madame Wintergast qui lui parlait? Il aurait juré que sa voix avait changé. Et David, cette nuit-là, rêva. Il se souvint de s'être déshabillé puis couché. Ensuite, il avait dû dormir. Mais ses yeux étaient ouverts, et il avait conscience de ce qui se passait autour de lui. Les autres garçons du dortoir quittèrent leur lit. Ce n'était pas une surprise, bien sûr. David roula sur le côté et ferma les yeux. Ou plutôt, c'est ce qu'il eut l'intention de faire, car ensuite il se retrouva tout habillé, et il suivit docilement ses camarades. Il trébucha en haut des marches et sentit une main solide le retenir. C'était William Rufus. David sourit. William lui rendit son sourire. Ils entrèrent dans la bibliothèque. Ce qui se passa ensuite fut assez confus. David se regarda dans le miroir, le grand miroir qui faisait face à la cheminée.
Et puis il pénétra dans le miroir, en plein dans la glace. Il s'attendait à ce qu'elle se brise, mais elle ne se brisa pas. Il se retrouva de l'autre côté. William Rufus se tira le bras. David avança. Un passage étroit et sinueux s'enfonçait profondément dans le sol, entre deux parois rocheuses. L'air sentait l'eau salée. Puis le rêve se fragmenta à l'infini. David avait l'impression que finalement, le miroir s'était brisé et qu'il ne voyait plus que les images réfléchies par ses multiples éclats. Une immense caverne très profonde, des stalagmites argentées surgissant du sol et rejoignant les stalactites suspendues au-dessus. Ou bien était-ce l'inverse? Un grand feu de bois projetait des ombres fantastiques. Tout le collège rassemblé là attendait quelque chose, ou quelqu'un. Soudain, un homme surgit derrière un rocher. Ce fut une vision que David ne put se contraindre à regarder, car c'était la chose la plus horrible qu'il eût jamais vue à Grosham-Grange. Mais plus tard, il s'en souviendrait. 2 directeurs, mais un seul bureau, un seul fauteuil. Le rêve se poursuivit de façon décousue, comme le font tous les rêves. Des paroles, un banquet, un repas de Noël comme jamais David en avait eu. La viande rôtissait au bout d'un feu de bois. Du vin coulait à flots de pichet en argent. Il y avait des puddings, des gâteaux, des tartes. Et, pour la première fois, les élèves de Grosham-Grange riaient, criaient, se comportaient comme des êtres vivants. De la musique montait du sol. David chercha Jill, à sa grande surprise, il la vit. Ils dansèrent ensemble pendant, lui sembla-t-il, des heures. Cela ne dura pourtant que quelques minutes. Soudain, tout le monde se figea. Une silhouette fendit la foule pour se diriger vers la dalle de pierre. David voulut crier, mais il n'avait plus de voix. La silhouette, c'était Jeffrey. Monsieur Kilgrew l'attendait, tenant la bague. Jeffrey souriait, radieux comme jamais David ne l'avait vu. Il prit la bague et l'enfila. Alors, d'une seule voix, tous les élèves poussèrent des vivats. L'écho se répercuta dans la caverne, et c'est avec cette clameur dans les oreilles que David se réveilla. Il avait la migraine et un goût désagréable dans la bouche. Il se frotta les yeux en se demandant où il était. Un soleil froid du matin d'hiver pénétrait dans la pièce. David se redressa lentement et regarda autour de lui. Il était dans son lit, à sa place habituelle, dans le dortoir. Ses vêtements se trouvaient exactement là où il les avait posés la veille au soir. Il examina sa main. Les pansements n'avaient pas bougé. Autour de lui, les garçons s'habillaient, le visage tout aussi neutre que d'habitude. David repoussa ses couvertures. Cela n'était rien d'autre qu'un cauchemar. Il esquissa un sourire. Marcher dans un miroir, danser avec Dieu dans une caverne souterraine, bien sûr que c'était un rêve. David s'étira. Il sentait inhabituellement ankylosé ce matin, comme s'il avait couru 30 kilomètres. Il se tourna. Jeffrey était assis sur le lit, à moitié vêtu. David songea à leur dernière entrevue dans la bibliothèque et poussa un soupir. Il avait certaines choses à mettre au point. « Bonsoir, Jeffrey, dit-il. »« Bonjour, David, » répondit Jeffrey d'un ton un peu hostile. « Écoute, je voulais te présenter mes excuses pour hier, d'accord ?»« Tu n'as pas besoin de t'excuser, David, » dit Jeffrey en enfilant sa chemise. « C'est oublié. » Pendant ce bref instant, David remarqua une foule de choses. Mais elles l'assaillirent si rapidement qu'il ne sut laquelle l'avait frappé en premier. Jeffrey avait changé. Il ne semblait pas seulement hostile, il l'était véritablement. Sa voix était devenue aussi impassible et distante que celle des autres. Il ne bégayait plus. Et la main qui boutonnait sa chemise était différente, elle aussi. La main de Jeffrey portait une bague noire.